Le calendrier de la session de septembre a été présenté ce jeudi au cours de la conférence des présidents. Plusieurs lois devront être votées durant cette session essentiellement budgétaire. Le président de l'Assemblée nationale, Oba Minakou, a aussi confirmé pendant cette conférence l'information sur la destitution de Jean-Lucien Boussa du poste de président du groupe parlementaire MLC. Crispin Tibazo. Les quorums atteints, la conférence de présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale pouvait donc valablement siéger. Et essentiellement tablé sur les priorités de cette session budgétaire, Oba Minakou a situé les cadres et présenté l'ordre du jour. Le calendrier est très dense, avec plus ou moins 40 points à l'ordre du jour. Et ce sera soumis à la plénière qui pourra tailler, corriger, réaménager, parce que c'est l'organe suprême. Malgré la tenue des assises des concertations nationales, la Chambre basse du Parlement congolais devra siéger normalement et les bureaux de l'Assemblée nationale veillent à cela. Le chef de l'État était très clair dans les discours d'orientation que tout ce que le forum est en train de faire ne peut pas se substituer au souverain primaire. À ce titre, l'Assemblée nationale fonctionnant normalement. Dynamisme dans la direction de la Chambre basse, le speaker de l'Assemblée nationale, Oba Minakou Ndialandjoko, a annoncé d'autres mesures adoptées pour les renforcements des contrôles parlementaires. La représentation nationale a repris les activités avec l'ouverture de la session de septembre, essentiellement budgétaire, depuis le lundi. En plénière comme en commission permanente, les élus du peuple s'activent pour réaliser un travail de qualité, ainsi produire des lois devant régir la société congolaise. Il est exclu que les groupes armés encore actifs en RDC puissent prendre part aux concertations nationales. C'est la position du gouvernement congolais face à la demande des délégués de l'opposition de la thématique désarmement et démobilisation. Quant à l'amnistie, seuls les militaires qui ne font pas l'objet de mandats pour crimes de guerre et contre l'humanité pourraient en bénéficier. Suivez. Dans la salle, des journalistes attentifs, comme à chaque fois que le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement tient son point de presse. Lambert Mende est clair, pas d'amnistie pour les militaires qui font l'objet de mandats pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les personnes qui ont participé à plus d'une mutinerie ou à plus d'un mouvement insurrectionnel ne sont pas éligibles au bénéfice d'une loi d'amnistie qui est réclamée par le M23 ou à l'intégration dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Deuxièmement, il en est de même des auteurs présumés de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, notamment les meurtres de civils, les viols, les violences sexuelles. Le gouvernement de Kinshasa exclut également l'idée de participation de groupes armés encore actifs aux concertations nationales. Les groupes armés sont certes des acteurs dans la question sous examen aux concertations nationales, dans la mesure où ils sont les vecteurs des violences et de l'insécurité à l'Est. Ils constituent dans le même temps une véritable plaie dont la République démocratique du Congo doit se guérir, car force est de constater qu'au fil du temps, ces groupes armés se sont spécialisés dans l'art de monnayer la paix en échange de prébendes ou de positions de pouvoir qui leur permettent de crédibiliser le chantage qu'ils exercent sur l'État congolais. C'est un véritable cercle vicieux. Autre point abordé, c'est le dossier du député national Adrien Poba du Bas-Congo. Le gouvernement déplore le comportement de cet élu de Boma qui a voulu user de faux pour ternir l'image de tout un pays. Et puis des stratégies sont en vue pour la restauration de la paix et l'autorité de l'État dans les zones occupées par les groupes armés, plus dans l'est du pays, annonce la MONUSCO. La mission de l'ONU en RDC veut par ce geste renforcer ses opérations de la protection des civils et la traque des groupes armés. Ces assurances sont du général Abdallah Wafi, numéro 2 de la MONUSCO, qui en a discuté ce jeudi avec le ministre de l'Intérieur en son cabinet de travail. Suivez. J'ai saisi l'occasion de ce matin pour discuter avec le ministre sur un aspect de notre mandat qui concerne l'appui que nous souhaitons apporter dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État
dans l'est du pays. C'est la nouvelle dont était porteur auprès du patron de la sécurité congolaise, le numéro 2 de la MONUSCO, le général Abdallah Wafi. Merci, monsieur le ministre. Mais il insiste, tout doit être planifié avec les autorités congolaises. Il faut une concertation avec le gouvernement parce qu'il s'agit de l'autorité de l'État congolais. Et donc, nous avons saisi l'occasion pour dire au ministre de l'Intérieur que nous souhaiterions avoir une rencontre de concertation avec la partie gouvernementale concernée. Une collaboration étroite s'avère donc indispensable pour une restauration réelle de la paix dans le Nord Kivu. Mais un autre problème persiste, c'est celui lié aux déplacés de guerre qui à ce jour sont comptés par milliers et attendent retourner chez eux. Il faut aider l'État congolais à se redéployer dans toutes les zones où aujourd'hui l'État est absent. C'est ce qui va protéger les populations, c'est ce qui va créer les conditions pour que les populations puissent regagner leur localité d'où elles ont dû être quittées à cause de l'insécurité, à cause de la présence de ces groupes armés. Environ 80 000 personnes ont été déplacées dans l'est du pays depuis la reprise des affrontements armés le 22 août dernier suite à l'offensive de l'armée contre les rebelles. Les discussions entre le gouvernement et la MONUSCO vont certainement permettre à toutes ces personnes sous bonne protection de quitter la brousse et regagner leur domicile. Plus rien à attendre, le processus de recensement général de la population et de l'habitat prend de plus en plus de l'envol. Ce jeudi dans la matinée, une réunion conjointe a été organisée entre le ministre Duplon et le vice-ministre de l'Intérieur en vue d'installer les commissions et les bureaux provinciaux du recensement. 60, 70 millions ou plus, personne ne peut actuellement donner avec précision le chiffre qui détermine le nombre de la population congolaise, le recensement remontant à plus de 2 décennies. Experts, ministre du Plan et vice-ministre de l'Intérieur ont encore examiné les modalités pratiques pour le lancement de ce dernier sur l'ensemble du territoire national. C'est une activité importante, le recensement général de la population de l'habitat. La première réunion que nous venons de tenir portait sur le déploiement du recensement ou des structures du recensement général de la population et de l'habitat en province. Nous avons discuté de la mise en place très prochaine des bureaux provinciaux de recensement, mais également des commissions provinciales de recensement. Après la remise des véhicules destinés au travail de cartographie, l'heure était à la préparation de déploiement dans les provinces en vue d'installer les bureaux provinciaux et les commissions provinciales du recensement. Donc je voudrais insister sur l'importance de cette activité pour notre pays par rapport à d'autres besoins en termes d'information qui vont certainement se manifester dans les jours qui viennent. Alors le ministère de l'Intérieur accompagne ce processus parce qu'en fait c'est lui qui gère la population. Outre la mise en place des commissions et des bureaux provinciaux, les missions devront identifier les locaux pouvant abriter le BCR, les difficultés éventuelles liées aux opérations sur terrain et recueillir auprès des autorités locales les informations sur les contraintes, les défis et les risques en rapport avec le processus du recensement. Vous le savez sans doute, c'est à l'horizon 2015 que les objectifs du millénaire pour le développement devraient être atteints par différents États. En RDC, on note des avancées considérables, même si beaucoup reste à faire. C'est ce qui ressort d'une séance de travail que Célestin Vonabandi, ministre du Plan, a aussi animé. Il a été procédé au cours de cette même séance à l'adoption du rapport des consultations organisées sur l'agenda post-2015. La RDC a été retenue parmi les 50 États au monde qui devait organiser ces consultations. Le ministère ou le gouvernement, à travers le ministère du Plan, a pu organiser ces consultations. Nous les avons terminées à travers donc, un document qui a été présenté au cours de l'atelier d'aujourd'hui. Nous en avons discuté les contenus et donc c'est pour nous une joie de constater que nous nous sommes exprimés sur un certain nombre d'objectifs que le monde doit pouvoir poursuivre en termes de ce qui doit être fait par le monde après 2015. Nous avons fait des consultations dans toutes les provinces, nous avons ciblé à travers la société civile différentes couches de la population et donc les populations ont été consultées. Ce qui ressort de ces rapports, les 15 objectifs qui ont été définis, ils l'ont été avec le concours de la population.
Dans le volet social, il va incessamment démarrer au Bandundu 15 projets de grande envergure, dont ceux de construction de 40 écoles primaires et techniques professionnelles, 36 hôpitaux secondaires et centres de santé, ainsi que 12 ponts. Le coût de ces travaux est évalué à plus de 12 milliards de francs congolais. C'est au cours d'un point de presse tenu à Kinshasa que Jean-Camille Sendou l'a annoncé. Tout le monde peut soumissionner, les ONG, les ASBEL et les personnes physiques peuvent soumissionner. C'est exactement dans un mois que les appels d'offres vont être lancés à l'intention des entreprises intéressées par les différents projets, dont ceux de construction des écoles, des postes frontaliers, des villages modernes, mais également de ponts. Un certain nombre de projets a été soumis au gouvernement central et nous venons d'en recevoir aujourd'hui un avis favorable. Et donc il fallait que nous puissions convoquer la presse pour publier les appels d'offres, de sorte à ce que le marché est public. Le marché est public et ouvert à tout le monde. Évalué à plus de 12 milliards de francs congolais, il touche aussi le secteur sanitaire, avec la réhabilitation et construction des centres de santé et des transports à travers la province du Bandundu. Des choses comme ça dans le Bandundu, on n'a jamais vu, ça fait longtemps. C'est comme si c'était une province abandonnée. Mais à cause du lobbying, de tout ce que le gouvernement est en train de faire, voilà au moins des choses concrètes commencent à se faire dans la province. Il a prévu donc un investissement de 15 millions de dollars dans les prochains mois à venir. Je pense que ça va aller de mieux en mieux. Comme il a lui-même parlé d'une courbe ascendante au niveau de la province, je pense que ça va aller de mieux en mieux et que ça va avoir un impact très positif. Au cours de ce point de presse que Jean-Camille Sendou a animé, il s'est aussi agi de rappeler un certain nombre d'objectifs qu'il s'est assignés, notamment la maximisation des recettes, la relance de l'agriculture, l'amélioration de voies de communication et la bonne gouvernance. De l'éducation dans ce journal, les résultats de l'examen d'État édition 2013 publié par l'entreprise de téléphonie cellulaire Vodacom et ceux de l'inspection générale de l'enseignement ne sont pas les mêmes. Dans la ville de Kikwit, les lauréats se retrouvent avec 2 pourcentages non identiques. 6 écoles sur 10 connaissent ce problème, soit 60% des établissements scolaires de la ville de Kikwit. L'inspecteur principal provincial de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel Bandundu 2 reconnaît cette situation, mais c'est réservé de tout commentaire. Du côté de Vodacom, l'entreprise de téléphonie cellulaire affirme que les résultats publiés sont ceux qu'ils ont tirés du site officiel de l'EPSP. Quelle image doit-on désormais garder de la Société nationale de chemin de fer du Congo, une société, vous le savez, à laquelle le gouvernement congolais est en train de redonner un nouveau souffle. Cette société exploite plus de 3000 km de voies ferrées qui desservent 7 provinces du pays. Vous allez voir comment est-ce que cette entreprise est en train de reprendre la main dans le rang de meilleure société publique en RDC à travers une réorganisation en son sein sur le plan technique et managérial. C'est le klaxon qui annonce en quelque sorte le retour en force de la Société de chemin de fer du Congo, une société au rôle multiple dans l'économie du pays. Un outil par excellence de cohésion nationale, d'autant plus qu'il dessert 7 des provinces du pays. Après plusieurs années, il a fallu une implication du gouvernement pour qu'elle bénéficie de ces 9 locomotives pour renforcer son parc. Il faut tout faire pour élever cette entreprise. Pour le moment, le chef de l'État tient à ce que les entreprises comme la SNCC soit relancée et tout le dispositif est mis en œuvre pour que la relance soit effective. Une reprise qui a permis du coup une augmentation de la fluidité de trafic des biens et des personnes, entraînant aussi une diminution de délai d'acheminement des marchandises et du temps de parcours de train, surtout dans la partie est de son réseau, sur l'axe Kindu-Kalemi, longtemps enclavé. Quelqu'un vous confie la marchandise ici, ça fait 3 mois, elle ne passe pas, puisque la locomotive est ailleurs, tout ça. Le temps qu'elle vienne chercher ceci, le temps est passé et les clients se plaignent. Maintenant, c'est en train de s'améliorer, comme le gouvernement nous a prêté main forte. Nous avons de nouvelles locomotives qui viennent. Les gens eux-mêmes, je pense que vous avez récolté des avis des gens, ils ont constaté le changement. De l'autre part, 3 barges de plus de 375 tonnes ont été rénovées. Ces unités serviront à desservir le bif moyen Kindu-Ubundu. À cela s'ajoute la rénovation de l'unité Sendwe sur le lac Tanganyika. Ils seront d'un grand soulagement pour la population de Kindu et Ubundu, l'un étant conçu aussi pour le transport de personnes.
Et l'impact social de l'action est palpable sur les prix des produits qui ont chuté considérablement dans la province de Maniema. Nous sommes satisfaites que les trafics aient repris, le maïs est régulé sur les marchés, le prix du sel